Bonjour Sabriani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes le nouveau secrétaire général de la préfecture. Vous avez pris vos fonctions il y a vraiment très peu de temps. 15 jours. Voilà, donc c'est tout récent. Sabriani, c'est quoi un secrétariat général de préfecture ? Alors, le secrétaire général de préfecture est un haut fonctionnaire, c'est un sous-préfet qui seconde le préfet dans plusieurs attributions. Je succède ainsi à Claude Vaudine, que je salue pour son engagement au profit du territoire, des élus et des habitants mahorais. Et qui était très à l'écoute de nous. J'essaierai d'être à sa hauteur, alors, et encore plus compte tenu du début de mon mandat technique, si je puis dire, à vos côtés et aux côtés du préfet et de l'ensemble de l'équipe des services de l'État et de l'équipe autour du préfet. Le secrétaire général donc, a en charge l'animation territoriale des politiques publiques. Il a aussi une gestion de boutique, la préfecture elle-même, donc en accompagnant l'ensemble des agents qui œuvrent au profit de la population mahoraise. Qu'il s'agisse par exemple de l'accompagnement des collectivités territoriales, des communes, des EPCI, des syndicats par exemple, pour faire en sorte de contrôler la légalité des actes, pour délivrer des titres par exemple. C'est quoi délivrer des titres? Alors délivrer des titres, c'est aussi bien par exemple des cartes grises, pour dire les choses clairement, ou encore par exemple des récépissés de séjour lorsque les personnes y ont droit, bien évidemment, ou les refuser. Ça fait partie aussi de cette part. Donc la direction des étrangers, un peu plus bas de la préfecture, est sous votre responsabilité. Exactement, de la directrice très engagée sur le sujet, de la directrice de préfecture très engagée sur le sujet, mais effectivement elle est sous mon autorité avec une compétence partagée avec le collègue sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Évidemment, voilà. c'est assez logique et cohérent. Voilà, nous avons également toute une logique de soutien aux services de l'État, qu'il s'agisse qui œuvrent dans toutes les matières qui impactent directement nos concitoyens mahorais, donc qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse en liaison avec bien sûr les communes et au premier chef le département, donc qu'il s'agisse de l'environnement, de l'urbanisme, des politiques sociales, des politiques économiques, etc., en liaison avec le SGAR aussi. Et c'est vous aussi qui gérez les relations avec les artisans taxis. Autrement dit, les prix des taxis, c'est vous. Comment ça s'appelle, les autorisations, parce qu'on parle souvent de taxi clandestin. Il y a le pendant du taxi clandestin, c'est-à-dire le taxi légal. C'est ça, le taxi officiel, voilà, majoritaire. Et oui, il faut espérer. Et c'est vous qui accordez les licences. Alors c'est exactement ça. Alors c'est nous qui accordons les licences avec la profession. C'est ce qu'on appelle une police administrative. Certaines polices administratives sont exercées par le préfet, ici comme dans d'autres départements, plutôt dans son cabinet, les armes par exemple, et d'autres polices administratives, la possession d'armes, ou d'autres polices administratives sont effectivement dans l'escarcelle, si j'ose dire, pour le compte du préfet, du secrétaire général. Vous l'avez évoqué, c'est les taxis. Alors la délivrance évidemment des licences se fait de manière critérisée, normale, juste et contrôlée en liaison avec la profession. Et pas plus tard que début janvier, je crois de mémoire, nous avons une commission et d'attribution et de régulation, naturellement. C'est-à-dire de récupérer les licences à des gens qui ne travailleraient plus en réalité. Exactement, c'est à la fois ce pan-là, mais c'est également dans un pan plus répressif, l'accompagnement des taxis qui ne déclareraient pas leur activité, ne paieraient pas les charges et qui, du coup, fausserait la concurrence parce que non seulement ça serait gênant pour celles et ceux qui du coup les payent et font tout ça de manière normale et dans les normes et ça fausse la concurrence notamment à l'égard de nos concitoyens où il pourrait y avoir parfois une récupération d'argent là-bas qui n'est pas tout à fait déclaré. Voilà. Mais alors une petite question parce que dans le contexte du super bouchon de Passaminti, des difficultés de circulation, beaucoup des personnes qui sont à Mamoudzou sont parfois tentées d'utiliser des taxis clandestins à 2 roues. Faut le dire, il n'y a pour l'instant aucun taxi 2 roues légal, on est bien d'accord, Sabriani? Il n'y a pas de licence délivrée pour des taxis en 2 roues à Mayotte, je vous confirme. Voilà. Est-ce que ça fait partie des évolutions possibles, parce qu'il faut quand même se déplacer, ça fait partie de vos réflexions de pouvoir organiser une activité réglementaire autour de ça? Ça fait partie des réflexions, bien évidemment, on ne s'interdit rien.
collectivement. La commission dont je vous parlais tout à l'heure va également examiner ces possibilités-là. Si des gens le proposent, il est évident que la saturation automobile à Mayotte, connue évidemment et vécue, si je puis dire, par nos concitoyens tous les jours, suppose évidemment qu'on puisse y réfléchir de manière globale. Alors évidemment, nos partenaires locaux aidés de manière assez importante par également les fonds étatiques permettent effectivement d'agir sur la voirie, sur les infrastructures, mais pour autant il y a ce sujet-là de déplacement de roues, le sujet des nouvelles mobilités, le sujet de covoiturage est un enjeu très très fort, et effectivement ça fait partie des politiques publiques sur lesquelles le préfet nous demande de réfléchir. On les souscrit avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on se rend compte en plus que l'innovation, l'expérimentation, la solidarité fait que bien, du coup on bricole ça et là en covoiturant les uns avec les autres, et c'est extrêmement intéressant. C'est des choses qu'on va accentuer à l'échelle bien sûr de nos agents, nos personnels, nos gens si je puis dire, mais avec la casquette employeur, mais aussi service de l'État également, mais c'est aussi à l'égard des Mahorais une réflexion qu'on a avec l'ASGAR et bien sûr le préfet sur l'encouragement de ces mobilités mutualisées aussi. Alors je me suis laissé dire que vous pourriez au niveau des services de l'État mettre en place ce que fait déjà le CHM pour ses personnels, c'est-à-dire un espèce de système de transport en commun le matin, de ramassage en gros des agents de la fonction publique de l'État pour les amener dans les différents sites de manière à désengorger tout simplement les routes. Alors, ça existe effectivement dans d'autres territoires. Ça fait partie de la réflexion. Donc, du coup, c'est quelque chose qui pourrait être réenvisagé. Ça fait partie des pistes possibles comme d'autres. Oui, voilà, pour alléger le nombre de voitures sur la route. Faciliter la vie des gens, faciliter la vie de nos agents qui servent les gens. Donc, tout ça est parfaitement cohérent. C'est aussi dans la logique d'exemplarité où nous souhaitons encourager toutes les formes de transport collectif. Les élus locaux, d'ailleurs, à travers les grands projets qui sont gênants, qui sont impactants lorsqu'ils impactent l'infrastructure, parce qu'il faut, pour attaquer une infrastructure, ça crée effectivement de la gêne on le voit avec Caribus, c'est clair. Ça gêne en termes de travaux, surtout sur une île, mais pour autant, effectivement, ça fait partie de cette réflexion d'ensemble qui est logique, qui est cohérente, qui est nécessaire, qui est vitale pour le développement de Mayotte, de l'attractivité de Mayotte d'une part, et des propositions à l'égard des Mahorais. Donc c'est un enjeu qui est majeur et encore une fois vital pour nos concitoyens. Voilà, c'est sûr, le super bouchon de Passamanti, il faut trouver des solutions. Ça ne pourra pas durer, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, le président de la CADEMA a expliqué qu'en continuant les travaux, les perturbations pourraient grossir, puisque la prochaine phase de travaux, ça sera sur la route carrément. Alors il continue, il l'a indiqué, il a communiqué, donc du coup en étant maître d'œuvre de cette infrastructure, de cette rénovation. Donc comme vous l'avez indiqué, il a proposé effectivement une solution. Des solutions alternatives. Qui est top, il faut monter dans les autocars de la CADEMA, mis en place, je le rappelle, à Dingingua jusqu'à Magicavo, mais ce n'est pas l'objet de ce temps de parole. Et il y a un autre sujet, Sabriani, que je voulais aborder avec vous parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est cette convention que vous avez signée il y a quelques jours avec les collectivités, enfin avec les acheteurs publics, pour être très précis, c'est-à-dire les collectivités, la CIM, l'État et les syndicats, pour mettre en place dans les marchés publics des clauses sociales. C'est quoi? Alors, vous l'avez très bien résumé, vous la connaissiez presque mieux que nous dorénavant. M'étonnerait. Non, mais si, mais ça prouve l'attention, et je le souligne, l'attention également médiatique à l'égard de ce qui marche, de ce qui vit, de ce qui arrive à l'heure et ce qui est en avance aussi à Mayotte. Et de ce point de vue-là, on n'a pas à rougir, on a à être fiers d'avoir effectivement signé cette charte en commun, vous l'avez dit, avec la CRES, avec évidemment SGAR, DETS, tout le monde autour du préfet, avec les communes, le département bien sûr, la CIM, en gros les acheteurs publics, les financeurs et acheteurs publics. L'objet c'est de faciliter l'insertion des clauses sociales. Lorsqu'on achète, lorsqu'on fait de la commande publique, on peut s'obliger, c'est le droit de la commande publique qui le prévoit, on peut s'obliger à insérer des clauses sociales. C'est quoi une clause sociale? C'est tout simplement une clause qui permet de faciliter l'insertion, le recrutement, l'insertion des personnes
personnes les plus vulnérables, qu'il s'agisse par exemple de personnes handicapées ou qu'il s'agisse de personnes particulièrement éloignées de l'emploi. Donc ça suppose, lorsqu'on les recrute, d'avoir une vigilance, un mentorat, un accompagnement, un tutorat un peu plus important, qui du coup génère un surcoût naturellement, qui dans l'entreprise de BTP qui répond par exemple à la commande publique, qui par exemple aux fournisseurs de prestations de services, et bien du coup il s'oblige à. Donc pour ça, eh bien, nous l'accompagnons dans la rédaction, dans l'élaboration, dans le suivi de ces clauses sociales tous ensemble. Nous finançons d'ailleurs et ça donne de sacrés résultats, puisque du coup, au jour d'aujourd'hui, sur les 4 dernières années, nous avons réussi à travers 187 marchés, c'est pas rien, à générer 474 équivalents temps plein. C'est au-delà des équivalents temps plein et du terme administratif, c'est 119 personnes. J'insiste, c'est 119 personnes qui ont été insérées durablement dans l'emploi. Donc c'est plus de 500 personnes impactées grâce à l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas une sous-économie, c'est vraiment une économie dynamique, proactive, et qui doit tenir compte effectivement de la réalité de notre socio-économie mahoraise. Mais du coup, Sabriani, pour l'acheteur public, qui quelquefois, je pense aux collectivités locales, peut-être que les services de l'État le pensent un peu moins, mais les collectivités locales le pensent. Souvent, ils veulent privilégier les entreprises locales parce qu'elles font travailler les locaux en réalité, mais que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le Code des marchés publics l'autorise pas. Tout le monde doit être égal devant la commande publique et on n'a pas le droit dans un appel d'offres de privilégier l'entreprise Intel parce qu'elle est de la commune dans laquelle c'est interdit. En revanche, ces clauses d'insertion sociale sont un excellent moyen de favoriser les entreprises locales parce que une entreprise qui répond depuis la Lozère ou depuis Paris, elle ne peut pas intégrer ces clauses d'emploi local. Alors elle le peut, bien au contraire, mais si elle le peut, cela veut dire qu'elle s'appuie sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Les personnes les plus éloignées de l'emploi, très souvent, sont des gens qui habitent le territoire. Donc ce qui fait que ça suppose derrière, effectivement, grâce à ces clauses, justement, celles et ceux qui répondent à la commande publique dans une logique qu'on appelle, pardon des techniques, mais de mieux-disant économique. En gros, on casse les prix. Dans un droit qui est concurrentiel, le droit de la commande publique, très souvent, les acheteurs publics mettent le critère prix comme étant unique à 100% dans le choix, effectivement, pour des questions également de gains pour le contribuable. L'insertion de ces clauses-là permet effectivement de s'engager de manière contractuelle pour qu'effectivement il puisse y avoir de l'emploi local, par définition, puisque les personnes les plus éloignées de l'emploi vont pas être, vous citiez l'exemple tout à l'heure de la Lozère, par exemple, un répondant depuis la Lozère ne va pas faire venir quelqu'un qui est le plus éloigné de l'emploi en Lozère. Il ne viendra pas. Non. Donc, par définition, en mettant en œuvre toutes ces clauses d'insertion sociale, en réalité, on favorise l'emploi, le développement et les projets locaux, ce qui est assez logique, ce qui est cohérent, ce qui est sain pour l'économie. Parce que je le rappelle, l'inclusion sociale, ce n'est pas du misérabilisme. L'inclusion sociale, c'est de l'inclusion économique. L'inclusion économique, c'est du développement. On est d'accord. C'est une marche en avant pour Mayotte. Et c'est pour ça que j'aime souvent à reprendre les termes et la volonté du préfet sur ce sujet. Le social sert l'économie sert le territoire. Et tout ça est bon pour Mayotte et nos concitoyens. Comment vous allez piloter, comment vous allez suivre, puisque là vous avez parlé, vous avez cité dans la phase qui s'est achevée les 474 équivalents temps plein, les 187 marchés. Comment vous pilotez une démarche comme celle-là? Alors d'abord nous avons connaissance tout simplement des marchés publics en ce qu'ils relèvent du contrôle de l'égalité, donc déjà tout bêtement, ça sert aussi à ça, donc à aussi recenser celles et ceux qui sont dans cette dynamique proactive, comme on dit ça et là, dans cette bonne dynamique. Bien sûr, nous avons un soutien à travers la CRES, les services de l'État que sont la DETS et le SGAR font particulièrement attention à ces marchés parce qu'en plus, en toute humilité, nous co-construisons ensemble et une bonne clause sociale, c'est une clause qui est réfléchie en amont et qui est investie. Donc forcément, en général, on est au courant, ne serait-ce parce qu'on nous demande des éléments pour les insérer. Voilà, tout simplement. Parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, une clause sociale, ça s'inscrit dans un marché qui est concurrentiel. Donc du coup, dans une réponse à un appel d'offres qui lui-même est concurrentiel. Donc effectivement, la manière de bien la rédiger, de manière à ce qu'on prenne les bons engagements à l'égard de la bonne démarche
qui est la clause d'insertion sociale, et bien du coup ça suppose probablement un petit accompagnement en amont, et c'est comme ça qu'on le sait, et c'est comme ça qu'on aide, et c'est comme ça qu'on aide également les acheteurs publics à aider eux-mêmes la population mahoraise et le développement de l'île. Merci beaucoup Sabriani, c'est déjà plaisir. La fin de ce temps de parole. Vous reviendrez maintenant que vous avez trouvé où on était? Avec grand plaisir. En 15 jours, c'est pas mal. C'est pas mal, merci beaucoup. Ici comme ailleurs, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup Sabriani. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.